Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Salut mes petits poulets, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Design Café, le premier de la saison 3 et je suis absolument ravi, pour autant de raisons qu'il y a de saisons, de vous retrouver, c'est-à-dire 3. La première étant que vous m'avez manqué, c'est indéniable. La deuxième est que oui, vous avez bien entendu, nous attaquons déjà la saison 3 du podcast Design Café et ça, c'est un pur bonheur que je vous dois absolument. Alors, merci. Et plus particulièrement aujourd'hui, je suis content parce que j'ai le plaisir de partager avec vous un moment d'échange et de discussion que j'ai eu avec Mélanie Voisin, architecte d'intérieur et plus largement designer chez Ivoa, une agence qu'elle a cofondée en 2016 à 2 en métropole et depuis 2 ans, domiciliée ici, chez nous, à La Réunion. Elle et son agence. Mélanie évoque son parcours là-bas puis ici, sa façon de travailler, ses projets, sa relation avec les clients et les entreprises auxquelles elle fait régulièrement appel. On parlera d'aménagement, bien sûr, mais aussi de design produit, son autre activité, parce que oui, Mélanie ne transforme pas uniquement vos intérieurs, elle crée aussi des meubles et des accessoires de déco. Bref, elle se livre sur son métier avec lucidité, confiance, mais aussi et surtout avec passion. Passion qu'elle utilise aussi pour parler de son île. Cette entrevue est en 2 parties, alors je vous invite à les écouter dans l'ordre, ce qui est mieux. Si vous aimez cette émission qui parle de design et de La Réunion, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode et puis évidemment, mettez des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify parce que je le dis à chaque fois, mais ça m'aide vraiment à me faire connaître, c'est très utile et ça me fait surtout toujours hyper plaisir. C'est donc parti pour la première partie de l'épisode consacré à Mélanie Voisin de Ivoa. Bonjour Mélanie, bienvenue à toi et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour David, merci à toi. Eh ben écoute, ça va très bien avec ce temps magnifique. Oui, quel temps il fait chez toi? Ben là, il pleut. Hein. Mais... Ah ben il pleut chez moi. Il pleut chez moi aussi. Tu es où toi? Tu es dans quel coin de l'île? Alors moi, je suis à la montagne, donc j'ai un peu de fraîcheur pendant l'été, c'est pas mal. Ouais. Là, je suis dans les nuages, clairement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être un peu de brume aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ok, ben moi je suis toujours à la Possession, dans les bas. Alors pas de brume, il pleut, c'est couvert, mais il fait déjà très très chaud. Ouais, pareil. Alors Mélanie, plutôt que de commencer par la sempiternelle auto-présentation qu'on retrouve souvent, et comme on sait que tu es là en ta qualité notamment d'architecte d'intérieur, mais pas que, parce qu'on va aborder aussi une autre facette professionnelle qui te tient à cœur, mais pour l'instant on va commencer par l'architecture d'intérieur. Est-ce que tu pourrais me donner, ça m'intéresse, et je pense que ça intéresse aussi les gens qui nous écoutent, la définition de ton travail que tu exerces depuis quelques années maintenant, donc tu as peut-être une vision, j'imagine, personnelle de ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, je pense que c'est, si on y réfléchit un tout petit peu, c'est vraiment l'art d'adapter un espace, un lieu qui a déjà une vie, qui a déjà eu un passé, qui a déjà eu des habitants, à ces nouveaux habitants. Parce que souvent, quand les gens ils me consultent, en général, c'est quand ils achètent une maison, quand ils s'installent dans un commerce ou dans des bureaux. Donc souvent, ils sont nouveaux dans ces lieux. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est que moi, j'arrive là pour les aider à ce que le lieu leur corresponde à eux et pas aux anciens occupants. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu la grande idée de ce que je fais. Après, il y a toute une partie technique qui est moins artistique, on va dire. Et, et voilà. Mais en gros, vraiment, la définition large de mon travail, c'est ça. C'est rendre le lieu adapté à ses occupants. Ok. Donc l'objectif de ton travail, si je comprends bien ce que tu me dis, enfin un des objectifs de ton travail, le but en tout cas, c'est de permettre aux nouveaux occupants une appropriation d'un lieu qu'ils viennent d'acquérir, pardon, pour qu'il leur ressemble et pour qu'ils se sentent bien à l'intérieur. C'est ça, qu'il leur ressemble, mais qu'aussi il soit adapté à
aux nouveaux usages, aux nouveaux modes de vie de ces nouvelles personnes qui sont ces nouvelles maisons, enfin ces maisons qui sont anciennes plutôt, et ou dans ces lieux anciens, c'est pas forcément des maisons. Donc oui, il faut s'adapter à. C'est surtout une question de connaître bien les usages et ses usagers pour pouvoir adapter l'espace à tout ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça nécessite quand même que tu aies tu aies une connaissance de tes clients qui soit quand même Oui, relativement fine, et en tout cas qu'il y ait eu un dialogue qui se soit instauré oui, pour que tu puisses comprendre leurs demandes, leurs attentes et bien les traduire après, d'abord en virtuel et puis très vite après en oui, réel et en c'est ça. fonctionnel. Voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens, surtout quand on fait des habitations, que ce soit des appartements ou des maisons. Et moi, j'ai pour exemple souvent de dire un matin, je me suis pointée chez mon client, il m'a accueilli en peignoir avec son café à la main. Ah oui, Parce d'accord. que voilà, on rentre chez les gens et en fait, je pense qu'ils ont aussi besoin de nous montrer comment ils vivent, leur manière de vivre, leur manière de faire, pour qu'on puisse répondre à leurs besoins le mieux possible. Donc, oui, pendant un petit temps, on fait presque partie de la famille, quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que il t'est déjà arrivé d'avoir des clients qui étaient dans leur logement depuis longtemps, donc pas forcément besoin de s'approprier d'une nouvelle appropriation, enfin d'une appropriation tout court, pardon, mais qui en avaient marre et qui avaient tout simplement envie de changement d'un même lieu mais différent. Ça m'est rarement arrivé, mais je crois que ça a dû arriver 1 ou 2 fois peut-être. Mais souvent, ils étaient dans les lieux depuis 1 an ou 2, pas plus en fait. Ils se sont laissés 1 année ou 2 pour vivre dans la maison et voir quels étaient les points noirs, les points faibles, la luminosité, le soleil, la chaleur. Mais en général, moi quand j'arrive, les gens ils sont là depuis très peu de temps ou depuis 1 an ou 2 quoi. J'ai D'accord. pas eu Oui. vraiment de cas comme ça. Ouais. Ok. Oui, un an ou deux, ce qui est peu sur Oui, l'échelle de temps c'est ça. dans laquelle on est censé rester dans une habitation. Ouais. Alors, je sais que tu es revenu à La Réunion, si je ne me trompe Oui, pas, en 2023, c'est ça. ce qui veut dire que tu en es parti à un certain moment dans Mmh. ta vie. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as sauté la mer et pourquoi à une époque et pourquoi tu y es finalement revenu à La Réunion il y a 2 ans ou presque, un Oui, petit c'est peu ça, 2 ton ans. parcours. Et ben, écoute, en fait, je suis partie de La Réunion pendant mes études. Alors, j'étais encore au lycée. Bon, j'ai quitté l'île pour des raisons familiales, personnelles, avec grand regret. Et en même temps, de toute façon, en tant qu'étudiante, il fallait qu'à un moment donné, je parte, puisque les études d'architecture d'intérieur n'existaient pas à l'époque sur La Réunion. Aujourd'hui, je crois que c'est le cas, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, j'y suis allée notamment pour faire mes études. Heu et je suis revenue, parce que j'avais besoin de retrouver ce lieu, auquel j'avais été un peu arrachée à l'époque. Et donc voilà, c'était vraiment une envie, depuis mon départ, j'avais envie un jour de revenir sur La Réunion. Donc c'est chose faite et j'en suis très contente. D'accord. Oui. Donc c'était essentiellement rendu nécessaire par les études que tu Oui, avais besoin, dont tu avais besoin pour préparer ton métier. c'est ça. Et mais est-ce que alors tu as fait quoi comme études? Quelle école, quelle formation? Quel est ton parcours? Alors, j'ai commencé à Bordeaux par une mise à niveau en arts appliqués. 1re étape, 1re année. Ensuite, j'ai fait un BTS design d'espace à Bordeaux toujours, qui dure 2 ans donc. Et ensuite, ça suffisait pas pour, le niveau, que j'avais, besoin d'atteindre. Et donc je suis allée à Paris, à l'Académie Charpentier, pour faire 3 années supplémentaires qui me permettaient d'avoir un bac+5, et d'obtenir le diplôme d'architecte d'intérieur et designer. Voilà. D'accord. Est-ce que déjà à ce moment-là, pendant ta formation, tu avais l'objectif, de toute façon, quoi qu'il arrive, de revenir à La Réunion pour y exercer, ou à ce moment-là, c'était encore pas certain? Est-ce qu'une carrière métropolitaine était envisageable? Oui, 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 tout à fait, moi quand j'ai terminé mes études en 2015, j'ai tout de suite voulu, travailler,
alors je suis allée sur Paris, du coup après Paris, je suis retournée sur Bordeaux pour m'installer, essayer de trouver du travail et en fait, j'avais déjà, un statut d'auto-entrepreneur, depuis 1 an avant mon diplôme et je travaillais, dans des agences parisiennes, pendant ma dernière année d'études. Et je voyais que certaines personnes me proposaient des projets en tant qu'indépendante. Donc en revenant sur Bordeaux, je me suis dit: «Bon, ben, c'était difficile de trouver un poste en CDD ou en CDI parce que voilà, dans ce domaine, faut pas se cacher, c'est compliqué à trouver un poste». Et ben, voilà, j'ai vu l'opportunité donc j'ai proposé à Alexandre avec qui je travaillais en binôme à l'école, à l'époque. Comme lui, il était du Pays basque, voilà, Bordeaux, c'est pas très loin. Je lui ai dit: «Allez, vas-y, viens, on se lance». J'ai l'impression qu'il y a des clients qui cherchent à me contacter, donc pourquoi pas se lancer. Donc oui, oui, l'idée de départ, c'était de travailler sur la métropole, tout en ayant en tête, La Réunion, ça c'est sûr, ça a toujours été présent. Mais revenir sur La Réunion, c'est techniquement, enfin financièrement et tout ça, il faut quand même pouvoir, l'assumer. Heu et puis, j'avais une vie de couple qui commençait aussi, donc il fallait que tout le monde soit d'accord, ça pouvait pas se faire tout de suite, tout de suite. Donc bah, voilà, j'ai commencé ma carrière, sur Bordeaux. OK. Donc c'était finalement aussi compliqué, mais pour des raisons différentes d'en partir que d'y revenir. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis il fallait, enfin voilà, j'avais quand même, installé, une vie, sur Bordeaux. J'avais, tout un tas de choses donc j'ai quand même de la famille là-bas, et puis après la vie s'est installée aussi donc c'est voilà. Mais à un moment donné, ça a été trop, il a fallu partir et voilà, on a retiré le pansement rapidement et on est partis. Eh oui, exact. Oui, comme ça arrive à plein de C'est ça. personnes et on on le comprend tout à fait. Alors là, maintenant, ça va faire bientôt 2 ans. Ouais, Pas de regret, j'imagine. aucun. Alors les auditeurs le voient pas, mais ça se voit sur ton visage. Ouais, oui, 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 ah bah ça vraiment, Ça fait plaisir. Ça ouais. fait plaisir. Et oui, parce que tu as dû, bon, on y reviendra, hein, mais j'imagine qu'il y a dû avoir aussi, alors il y a la vie personnelle, et puis il a fallu aussi amener dans tes bagages et transférer ta vie professionnelle, du coup, Oui, parce que Ivoa, on en reparlera, hein, existait en métropole et existe aujourd'hui à La Réunion. Et bon, on reparlera de ce transfert aussi. Mais bon, c'est bien qu'on aborde ce sujet parce qu'en termes de gestion d'entreprise, donc on en a déjà un petit peu parlé. Tu es comme beaucoup de professionnels de notre secteur. Tu l'as dit en plus, c'est difficile de trouver des postes de salariés. oui, Hein. Il y en a pas beaucoup. Et puis ceux qui les ont, s'ils y sont bien, ils les gardent farouchement. Donc dans notre secteur, on est souvent, et comme toi, tu es à la fois donc du coup artiste, créatrice, conceptrice et par la force des choses chef d'entreprise. J'imagine encore aujourd'hui. mmh mh. C'est une double casquette qui est souvent obligatoire. Quel retour tu peux nous faire aux auditeurs et à moi sur cette bivalence? Parce que souvent, je pose la question aux professionnels et j'ai à chaque fois des réponses différentes. Bah Alors, oui. quelle est la tienne? Alors bah écoute, effectivement, ça fait beaucoup de choses à gérer parce que, bah, disons qu'en tant que chef d'entreprise, on gère tout. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on nous apprend à concevoir, on nous apprend l'art, on nous apprend des belles choses en fait, on nous apprend tout ce qui nous passionne et tout ce qu'on aime et puis après et ben, on rentre dans le vif du sujet et quand on devient un chef d'entreprise et ben, on tombe sur pas mal de difficultés. Heu, voilà, la compta notamment, l'administratif, voilà, tout un tas de choses qu'on n'a jamais appris et bah, il faut apprendre un peu sur le tas, quoi et donc en fait, il y a une grande part de tous ces sujets qu'on ne connaissait pas en tant qu'étudiant. Parce qu'en fait, moi, finalement, j'ai jamais été salariée, j'ai toujours travaillé en tant qu'indépendante et j'ai jamais eu ce «confort» entre guillemets d'être salariée d'une entreprise et d'avoir dans la tête qu'à travailler sur les projets et qu'à dessiner, qu'à créer. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette ambivalence exactement de dire de voilà, bah, il faut que je crée, il faut que j'ai le côté relationnel avec, mes clients
Et en plus de ça, il faut que je gère l'entreprise, l'administratif, la compta, et cetera. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, mais en même temps, avec mon caractère, j'aurais pas pu faire autrement, je crois. Donc j'aime bien gérer. Voilà, j'aime bien être un peu chef de ce qui se passe, donc ça me va. Ok. Et c'est un équilibre. Alors là, maintenant, tu as évidemment plusieurs années d'expérience dans ton domaine et avec ton entreprise. Aujourd'hui, tu dirais que c'est tu as atteint une maîtrise de cet équilibre, justement, que ça demande entre la partie créative, qui est l'essence même de ton travail et ce pourquoi tu as choisi de faire ce métier, et puis ces choses, voilà, qu'on ne peut pas éviter et qui sont nécessaires quand on est chef d'entreprise. C'est quoi? C'est 50-50? Ça représente quoi aujourd'hui? J'en sais rien vraiment si c'est 50-50, mais disons que quand on est chef d'entreprise comme ça, en fait, finalement, toute la partie création de projet, elle est tout le temps dans notre tête et c'est H24. Ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, on pense tout le temps aux projets qui sont en cours, aux chantiers qui sont en cours. Ça s'arrête pas. Après la partie administrative, on se cale des moments dans le planning en disant, voilà, allez, aujourd'hui, je me débarrasse de ma compta. C'est un peu en mode, je me débarrasse de ça sera fait. Oui, oui, Et je après, j'aurai comprends. le temps pour faire autre chose. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, je sais pas si c'est vraiment 50-50, mais après, heureusement, j'ai quand même un comptable voilà, qui fait son travail. Donc, ça me permet d'être sereine aussi là-dessus. Et puis finalement, une fois que il y a des logiciels pour gérer des entreprises, finalement, une fois que tout est rentré dans les logiciels, les chiffres, tout ça, les facturations. Maintenant, c'est facile. À l'époque, au début, quand je commençais, je les faisais même à la main sur un calepin, tu sais, truc officiel là, Oui, oui. pour faire des factures à la main. Enfin, ça, c'était n'importe quoi. Ça prenait beaucoup trop de temps. Et puis en plus, je savais pas faire une facture, donc c'était n'importe quoi. Et non, mais aujourd'hui, tout est informatisé. Voilà, en 3 clics, on reprend le devis, on fait clic clic, là on a terminé ça, on facture ça. Voilà, ça prend vachement moins de temps qu'au début, c'est sûr. Ok. Mais l'équilibre, je sais pas, il y a des moments ça me stresse plus, d'autres moins. Moi, ce que je pense le plus difficile à gérer finalement, c'est la relation qu'on a avec nos clients, parce que ça vraiment il faut une intelligence relationnelle qui est et émotionnelle, parce qu'en fait les gens ils viennent nous voir pour qu'on les aide, et il faut être disponible tout le temps. Oui. Voilà. Et bon, il y a des jours où on est moins disponible, alors il faut pas le montrer. Mm. Parce que sinon, il y a une perte de confiance. Voilà, c'est très relationnel, et ça, je pense que c'est plus difficile à gérer. Ça me fait penser enfin, j'ai une réaction, on va le dire comme ça va être plus Mhm. facile. Est-ce que finalement tu regrettes que, alors c'est pas que dans la formation que toi tu as choisi de suivre, parce que tu n'es pas la seule à me dire ça, et je crois que toutes les formations dans ce domaine se ressemblent. Est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas une partie, justement, gestion d'entreprise, un espèce de socle et de tronc commun dans les formations d'architectes d'intérieur, justement, au moins ne serait-ce qu'un pied à l'étrier, ou est-ce que tu penses que c'est pas indispensable? Alors, on en a, hein. On a eu quelques cours sur les formes juridiques d'entreprise qu'on peut avoir pour notre métier. On a eu quelques ébauches. En vrai, à cet âge-là, à ce moment-là, je crois que la plupart des étudiants s'en foutent un peu. Ils sont dans une école d'archi vraiment pour apprendre à créer et à concevoir, à faire des choses qui ont du sens, à comprendre l'architecture, à comprendre le design. Ils sont pas là pour savoir s'ils vont faire une SARL ou de ERL ou une SAS, ou enfin bref, des choses comme ça. Même si on a quelques approches là-dessus, on a eu quelques cours là-dessus. En vrai, moi, à l'époque, je les ai suivis les cours, mais j'ai rien retenu parce que je savais pas, en fait, si j'allais m'installer toute seule, si j'allais être salariée ou pas. Et puis, je sais pas, je trouve qu'on est un peu jeune, voilà, pour faire ça. Mais après, c'est vrai qu'une fois que, enfin, je pense que pour faire ça, en tant que chef d'entreprise, il faut avoir le caractère. Il faut avoir la personnalité qui convient à ce type d'exercice du métier. Parce que il faut rien lâcher, parfois on est découragé, parfois on a peur, etc. Il faut vraiment avoir cet esprit de combattant voilà, pour avancer correctement. Et je pense que du coup, quand on démarre, on apprend sur le tas, on fait confiance aux gens qui nous entourent. Il faut très bien s'entourer, les comptables, les juristes si besoin,
Voilà, il faut bien s'entourer. Même il faut, comment dire, discuter avec d'autres personnes qui se sont déjà installées. Ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai rencontré des architectes et des architectes d'intérieur qui m'ont donné pas mal de conseils, avec qui j'ai vu comment ça se passait et je me suis un peu vue dans les années à venir. Eux, ils avaient déjà 10 ans d'expérience et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, a priori, ce sera à peu près comme ça» et ça m'a un peu calée sur la ligne à suivre, quoi. Donc moi, je pense que non, c'est pas indispensable dans les écoles d'apprendre vraiment de manière importante ces sujets-là. C'est bien de les aborder, mais je pense que le plus important, c'est d'aborder les sujets administratifs et techniques des projets, plus que le sujet administratif de l'entreprise en elle-même, parce que ça, finalement, on peut se faire aider facilement. Mais une fois qu'on est architecte d'intérieur, designer et qu'on a un premier projet, ben moi, le manque que j'ai vu par rapport à mon école, c'est ce côté technique de chantier et administratif de chantier, où j'ai appris vraiment sur le tas et ça aurait pu être un petit peu difficile. J'en ai vu certains qui ont abandonné parce que justement la partie administrative de chantier était complexe et légalement, on a quand même une responsabilité qui est importante sur un chantier et du coup, ben, si on la prend pas en compte et si on prépare pas bien les choses pour que nos clients soient confortables et que s'il y a un problème, tout soit calé, heu, au premier chantier, on peut arrêter le métier, quoi. Donc voilà, ça par contre, je pense que c'est important de le voir en cours. Voilà, toute la documentation à prévoir, pour encadrer légalement le chantier. Mhm. Ça, c'est le plus important, je pense. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est surtout les premières fois, c'est vertigineux. C'est passionnant, hein, Ouais, mais c'est vertigineux. Et là, on se dit, ah ouais, quand même. c'est ça. Je crée, mais derrière la création, il y a aussi un cadre très important qu'il faut respecter. Bah, parce que c'est pas chez nous, parce que c'est pas notre argent, puis parce qu'il y a aussi des notions de sécurité, de réglementation, de législation à respecter Exactement. et elles sont intrinsèques à notre métier. Alors, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus précisément de Ivoa. Oui. Donc aujourd'hui, ta société Ivoa, quel est son statut? C'est toujours une auto-entreprise? Non, Comment? non, non. Alors, on est en SARL depuis le début, hein, depuis 2016. On a créé l'agence en janvier 2016. On est en SARL, on est associés tous les deux. Et, euh, et voilà, jusqu'en 2024. Voilà, parce que cette année, du coup, je serai seule à partir de 2025 sur Ivoa. Donc oui, SARL qui va probablement passer dans les prochains mois en URL. Eh oui, C'est ça. par définition. Oui, Alors, c'est la personne avec qui tu travaillais jusqu'à présent et donc avec qui tu ne vas plus travailler là, à oui, partir de 2025, c'est la personne dont tu nous parlais tout à l'heure pendant ta formation, c'est Alexandre. c'est ça, exact. Voilà, avec qui vous avez créé finalement Oui, Ivoa. tout à fait. Alors, Ivoa, ça veut dire quoi? Alors bah justement, Ivoa, c'est la combinaison de nos deux noms de famille. Donc HI, c'est les deux premières lettres du nom d'Alexandre, Iriart. VO, les deux premières lettres du mien, voisin. Et A comme architecture. D'accord. Ok. Donc bah globalement, c'est voué à changer de nom. Ah. Vu qu'il y a une séparation, je pense qu'il y aura un nom différent. Je sais pas, j'ai pas encore pris officiellement la décision, mais probablement. Oui, parce il faut dire aux auditeurs qu'on est dedans. Enfin, tu es dedans là. Hein, tu es dans la phase où tu passes de 2 à 1. Ouais, Voilà. c'est ça, en plein dedans. Pour l'instant en tout cas. Mhm. Alors donc ta société donc rapidement mais pour que les clients et les auditeurs qui peuvent être des potentiels clients pourquoi pas puissent bien comprendre quel type de service Ivoa propose aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours exclusivement à La Réunion ou il y a encore un petit orteil en métropole déjà pour commencer? Alors non, on est exclusivement à La Réunion depuis 2024, parce qu'en 2023, moi j'étais sur La Réunion, Alexandre a fait une bonne partie de l'année en métropole, donc on terminait nos chantiers sur la métropole jusqu'à la fin 2023. Et depuis 2024, c'est exclusivement Réunion. Et ça restera, en tout cas pour les projets d'architecture d'intérieur, sur La Réunion.
Et donc en termes de services qu'on propose, eh ben écoute, on est spécialisé dans la rénovation. Voilà, donc en fait on disons qu'on apporte une nouvelle conception des lieux en fonction des besoins de ses occupants, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est de la rénovation d'intérieur qui va de la cuisine, par exemple, à vraiment une grosse démolition totale. Ça peut être de la structure également, des réfections de façade. Voilà, ça peut aller un peu plus loin dans la technique, on va dire, comme ça peut être simplement de l'aménagement de mobilier. Voilà. Et donc, on fait la conception. Enfin, je fais du coup, faut que je m'habitue à dire je. Je fais la conception et le suivi de chantier avec tout ce que ça implique, donc les visites de chantier, les conseils sur les entreprises à choisir, le cadre juridique, le suivi financier, jusqu'à la livraison du chantier. D'accord. Et ça, que le client soit individuel, personnel, comme une famille par exemple, tout comme une entreprise. Oui, tout à fait. Ça peut être les deux. Sachant que il y a tout le volet aussi administratif mairie souvent qui arrive sur le tapis. Donc on a des déclarations préalables. On a parfois des permis de construire. Alors quand c'est le cas, je précise, je suis pas architecte diplômée d'État ni des PLG, donc je suis pas habilitée seule à déposer des permis de construire. Donc quand c'est le cas, et ça arrive assez souvent finalement, je m'associe avec un architecte pour que le projet puisse avoir lieu et que voilà, qu'on soit dans un cadre légal qui soit OK. Ok, d'accord. Oui, c'est un partenariat qui est rendu nécessaire par la réglementation. Voilà, exactement. Et par les attributions aussi. Et voilà, exactement. Et puis de toute façon, moi, je peux pas le faire seule en vrai, parce que de toute façon, j'ai pas les compétences. Enfin, maintenant, avec l'expérience, après l'avoir fait plusieurs fois avec les archis avec qui je travaille habituellement, oui, je sais déposer un permis. Voilà, techniquement, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'arrive à savoir aujourd'hui, mais chaque projet est tellement différent. De toute façon, j'ai toujours besoin que les archis soient là pour me dire qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, comment il faut le réaliser, etc. Moi, je suis architecte d'intérieur, donc je m'occupe de l'intérieur. Je connais mon travail sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on aime beaucoup avec mes collègues archis dire que ce sont des architectes d'extérieur. C'est un peu la blague. Voilà. Mais non, en vrai, voilà, c'est ces deux compétences qui sont complémentaires. Il faut vraiment le prendre en compte. D'accord. Et ça se passe toujours bien, la collaboration? Ouais, toujours, toujours. Ouais. C'est des gens que j'ai rencontrés il y a maintenant, je sais même plus, peut-être 8 ans. D'accord. Donc ils sont à Bordeaux et ils ont toujours été très pédagogues avec moi et voilà, toujours disponibles pour m'expliquer, m'accompagner sur les projets et puis toujours motivés en fait. C'est ça qui est cool, c'est que parfois c'est des petits projets qui sont pas forcément dans leurs ambitions, on va dire, entre guillemets. Et puis finalement, ils accompagnent, ils sont toujours très, très sympas et de très bons conseils. Et voilà. Donc c'est très agréable de travailler avec eux. Bon, ben. Donc aujourd'hui, même à La Réunion, je travaille avec eux à distance sur certains projets pour pouvoir déposer les permis de construire. Ah, bah, c'est super cool. Alors, j'en profite pour dire, alors les auditeurs assidus de Design Café savent faire la différence simplifiée, mais quand même ils savent la faire entre un architecte d'intérieur, un architecte DPLG. Ils savent même qu'on ne dit plus forcément DPLG maintenant. Il y a une nouvelle appellation. Et pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel ou qui voudraient découvrir justement la différence entre les deux métiers et puis les compétences de l'un et de l'autre de ces deux métiers, je vous renvoie à l'épisode spécial, donc c'est le numéro 3 je crois, pour approfondir un petit peu le sujet. Mais Mélanie, merci parce que tu nous as très bien rappelé et expliqué la différence et la complémentarité surtout entre l'un et l'autre, parce que c'est plus une complémentarité. Ouais. Même il y a des différences, mais enfin l'un a besoin de l'autre et puis l'un est content que l'autre existe et l'autre aime bien aussi que l'un existe. Et il y a une symbiose de plus en plus. Et on y reviendra sûrement un petit peu plus tard.
Alors IVOA, là, donc là on a parlé de la partie architecture d'intérieur. Il n'y a pas que ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis et cette deuxième corde à ton arc, c'est quelque chose que tu as choisi de mettre un petit peu plus en avant, un petit peu plus en exergue à partir de 2025, d'après ce que j'ai compris et d'après les discussions qu'on a déjà pu avoir. Je fais un petit teaser, on n'en dit pas plus, mais on va y revenir très rapidement. Alors, concernant l'architecture l'architecture d'intérieur, globalement et simplement, mais je sais que tu sais faire simple et concis, quel est le cheminement ou le processus le plus fréquemment rencontré entre le moment où un client te contacte avec un projet de transformation, du coup, ou d'amélioration, d'aménagement en tête, jusqu'à la fin de la réalisation? Quelles sont les étapes essentielles pour que nos auditeurs sachent à quoi s'attendre si jamais ce projet d'architecture d'intérieur commence à trotter dans leur tête? Alors, ben, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la rencontre qui est un peu cruciale, hein, parce que quand on choisit un architecte d'intérieur, je pense qu'il faut avoir confiance. Voilà, c'est vraiment un mot important pour moi. C'est-à-dire que quand les gens me donnent un projet à réaliser, il faut qu'ils aient confiance en moi et que mes conseils, et ce que je leur dis, soient vraiment pris en compte. Voilà, ça, c'est important parce que c'est arrivé, malheureusement, que ça ne soit pas le cas et là, ça pose quelques soucis. Mais dans les étapes, du coup, bah, la rencontre est assez cruciale, qu'on s'entende, que je leur explique, voilà, toutes ces étapes. Donc la première, c'est la phase d'esquisse, où là, je vais faire un relevé précis du lieu. Je vais m'imprégner de leurs demandes, de leurs premières idées. Souvent, les gens, ils ont des idées, voilà, ils ont pensé à des aménagements, des choses comme ça. Ensuite, moi, je leur propose souvent 2 à 3 esquisses, donc 2 à 3 plans, soit faits à la main, soit faits à l'ordinateur, mais qui sont assez basiques, enfin, pas poussés dans le détail, on va dire, mais qui permet de balayer un peu tous les problèmes à régler. Et souvent, ben, les gens, je leur fais un plan qui correspond à ce qu'ils m'ont demandé, mot pour mot. Et puis après, 2 propositions différentes qui permettent de poser des questions. C'est pas forcément des propositions sur lesquelles je suis convaincue, mais c'est le projet, souvent, il faut le faire en plusieurs fois. Il faut le travailler, il faut le réfléchir, il faut le voir en plan, il faut le voir en élévation, il faut se projeter. Donc, ces premiers éléments, ça permet de tourner autour de toutes les questions et de répondre à un maximum de choses. Et après, une fois qu'on a validé entre guillemets une esquisse, on rentre un peu plus dans le détail. Donc là, on va dans l'avant-projet, donc l'avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. Donc ces deux phases-là sont assez importantes parce que on va définir le projet et après, il ne pourra plus bouger. Ça, je le répète souvent, voilà, parce que à ce moment-là, on va rentrer dans les détails techniques. Il y a peut-être des éléments techniques qui vont faire modifier le projet parce qu'on aura consulté une entreprise, parce que parfois il y a des éléments techniques qui sont un peu pointilleux et donc moi je préfère faire venir des spécialistes, soit les bureaux d'études, soit les maçons, soit les entreprises directement, pour avoir des premiers avis techniques et ne pas me retrouver après en phase DCE, donc c'est la phase d'après, le dossier de consultation des entreprises, me retrouver embêtée à devoir redessiner parce que je n'aurais pas pris en compte un élément technique important. Donc ces deux phases-là d'avant-projet, elles figent vraiment les choix des clients et les éléments techniques à prendre en compte avant de partir en consultation. Après, il y a la consultation. Donc là, c'est une phase qui est un petit peu longue et souvent pas très agréable pour les clients parce qu'ils attendent, parce que les entrepreneurs sont... Moi, je fais souvent appel à des entreprises, des petites entreprises, donc ils n'ont pas de secrétaire, ils n'ont pas de service qui font des devis pour eux, ils n'ont pas tout ça. Donc ils sont à la fois sur leur chantier en cours et à la fois sur leur demande de devis. Donc parfois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, et puis quand on reçoit un devis, eh ben, il faut parfois le revoir parce qu'il y a des éléments qui correspondent pas ou des choses qui n'ont pas été bien comprises. Donc il faut faire des visites sur place avec les entreprises qu'on consulte. Donc ça peut durer longtemps. Et ça fait partie de la phase de préparation de chantier qui est aussi extrêmement importante puisque les entreprises qui seront par la suite sélectionnées auront donné toutes leurs recommandations et tous les éléments techniques à prendre en compte et
et sans ça, en fait, on prépare pas le chantier. Donc oui. Et après, moi, je propose donc tous les devis. Je mets sur table tous les devis qui ont été recueillis. Donc j'essaye d'avoir en général 2 devis par lot. Donc quand on dit un lot, c'est par exemple la plomberie, la maçonnerie, etc. Mais en vérité, j'ai, au bout de 2 ans maintenant, constitué une équipe fiable d'artisans avec qui je m'entends et qui s'entendent entre eux. Ça, c'est crucial. Qui sont contents de se retrouver sur tes chantiers. Voilà, exactement, et qui aiment travailler ensemble et qui savent comment l'un l'autre travaille et qui peuvent s'organiser entre eux sur des choses sur les... Moi, j'ai pas besoin d'avoir un avis parce que voilà, je suis pas H24 sur les chantiers, ça il faut le préciser, c'est impossible. Moi, je mets tout en œuvre pour que le chantier se déroule de la meilleure des façons, mais tout le monde le sait, un chantier c'est plein d'imprévus, c'est plein de voilà de choses qu'on ne peut pas anticiper forcément. Donc tout est mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible, mais quand les équipes se connaissent bien et qu'elles peuvent anticiper sans avoir besoin d'essayer de me joindre 5 fois par jour, c'est beaucoup mieux. Oui, bien sûr. C'est aussi beaucoup mieux. Donc voilà, donc à cette étape de dossier de consultation, ça fiche vraiment le projet. Après, il bouge plus, hein, parce que une fois que tous les documents sont faits, les chiffrages sont faits, je reviens plus en arrière, sauf si vraiment il y a un élément technique, une découverte à la démolition qui m'oblige à redessiner quelque chose, mais sinon je ne redessine plus. Et le projet est déjà validé avec les clients. Donc là, on est vraiment en préparation de chantier. Et puis après, je fais signer les marchés. Donc les marchés, c'est tout un tas de papiers très sympathiques avec voilà toute le cadre légal du chantier qui explique les conditions dans lesquelles vont se passer le chantier, avec quels entrepreneurs. Et c'est des contrats qui sont signés entre les propriétaires des lieux et donc entre le maître d'ouvrage et les artisans. Donc moi, je ne suis pas dans ces contrats, je prépare les contrats, mais c'est eux qui sont contractuels, c'est entre le maître d'ouvrage et les artisans. Et ensuite, une fois que ça c'est signé. Oui, toi, à ce moment-là, toi, tu as une interface. Voilà, c'est ça. Moi, j'accompagne et je conseille. Voilà. Au final, c'est le client qui a le dernier mot, qui choisit. Mais moi, je lui dis, voilà, je le dirige. En gros, je lui dis, il vaudrait mieux faire ça, il vaudrait mieux faire ci. Je conseille plutôt de faire ça, de choisir telle entreprise parce que si ou parce que ça. Voilà, c'est vraiment une phase de conseil. Et j'aime mieux quand on m'écoute, puisqu'après c'est moi qui gère le chantier. Donc si jamais il y a eu un choix d'entrepreneur, et c'est arrivé déjà, hein, que je ne connais pas, mais qui est un ami d'amis, un cousin de je sais pas qui, mais ça, souvent c'est une catastrophe parce que après la communication sur le chantier, elle se passe entre le maître d'ouvrage et l'artisan, et moi je suis au courant de rien, et là ça peut poser des problèmes, quoi. Donc oui, le plus important, c'est que les gens, ils arrivent à comprendre qu'une fois que le chantier est démarré, légalement, en fait, ils sont plus vraiment chez eux. S'ils veulent mettre un pied chez eux, ils sont obligés de me demander l'autorisation pour que moi je sois au courant, puisqu'en termes d'assurance aussi, je suis responsable de ce qui se passe sur le chantier. Donc si quelqu'un se blesse, je suis responsable. Donc voilà, si ça peut m'éviter d'aller en prison, c'est pas mal. Oui. Ou avoir à répondre d'un accident. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Exactement. Donc oui, ça c'est aussi important de comprendre qu'il y a tout un cadre légal sur un chantier, qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et notamment, une fois qu'il est ouvert le chantier, il est interdit au public et les propriétaires font partie des publics. Donc il faut que je sois là ou que j'autorise l'accès au chantier. Parce que je sais que ce jour-là, il n'y a pas d'éléments techniques qui pourraient les mettre en danger. Et puis au bout d'un moment, alors tout ça, ça dure du temps, Ouais. ça dure un moment. Tu l'as dit. Enfin, ça dépend des projets, mais globalement, ça prend quand même un certain temps. Puis au bout d'un moment, il y a quand même une phase qui est agréable, c'est la livraison. Ouais. Comment ça se passe? Alors ça commence à être sympa quand on arrive aux peintures, aux aménagements de mobilier, voilà, les carrelages sont posés, les sols sont installés, on commence à recevoir les luminaires. Voilà, là ça commence, les gens ils se disent ça y est, on arrive sur la fin, le gros est passé. Donc là on sent que la pression redescend un petit peu, et quand on se voit sur les chantiers avec les maîtres d'ouvrage,
et ben c'est toujours un petit peu plus sympa. Et on arrive à cette phase de réception qui parfois traîne un peu parce que les finitions, ça peut être long aussi. Euh, mais oui, après il y a la réception, on signe les PV en disant bah voilà, Mhm. tout est terminé. Ou alors il y a quelques réserves, mais qui sont prévues d'être levées dans les semaines à venir. Et après, c'est l'installation des clients. Et là, c'est chouette. Moi, je reviens quelques semaines plus tard. Ils ont mis leurs meubles. Ils me disent, bah, on a fait ça. Finalement, on a fait ci. Et ouais, oui, là, c'est sympa. Là, c'est sympa. Ça se termine. Alors, souvent, un projet pour dire aux gens, hein, parce que c'est souvent une question qui revient. Euh, pour une maison, basiquement, si on refait tout, ça peut durer entre un an et 2 ans, en fonction D'accord. de la réactivité des maîtres d'ouvrage à répondre, à prendre leurs décisions et la disponibilité des artisans. Voilà. Et pour peu qu'il y ait un cyclone qui arrive, bah, du coup, ça retarde les Oui. choses aussi. Donc, voilà, ça peut durer longtemps. Voilà, faut prendre ça en compte. D'accord. Ce que tu décris là comme process de travail, il est le même à La Réunion Oui, qu'en Hexagone. Hein. C'est une question de réglementation et de protocole de métier. Mais malgré tout, toi qui as exercé à la fois donc dans l'Hexagone et à La Réunion, est-ce que tu notes des différences voilà, globalement sur les oui, chantiers, est-ce qu'il y a des différences entre un chantier métro, oui. un chantier réunionnais, les clients, les prestataires, les matériaux, les tarifs? Enfin voilà, on Ouais. peut tout aborder. Selon toi? Alors écoute, oui, il y a pas mal de différences, notamment, mais ça je pense que les gens sont déjà au courant, sur les approvisionnements de matériaux, de mobilier, d'éclairage. Les délais sont énormes. Il n'y a pas de stock sur l'île, donc enfin très peu. Du coup, si jamais le chantier il est pressé, eh ben, il faut faire avec le stock. Et c'est toujours, bah, ça limite les choix. Après, effectivement, aussi en termes de matériaux, il y a beaucoup moins de choix, mais vraiment beaucoup moins. C'est terrible. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ait accès à si peu de matériaux, contrairement à ce que j'ai pu voir sur la métropole. Je trouve que les prestataires, alors, je sais pas si ça va faire débat, mais je trouve que les prestataires sont souvent pas très professionnels, malheureusement. Les accompagnements sur les projets, donc quand on cherche du carrelage, quand on cherche du parquet, quand on cherche voilà plein de matériaux, c'est un peu bah il y a ça, fais avec ça, voilà. Donc Ce qui explique souvent que quand on en trouve des bons, on se les arrache ouais, et on les garde précieusement parce c'est ça. il en existe quand même. Oui, Alors peut-être moins qu'ailleurs. C'est là que peut avoir lieu le débat. Hein. oui, Mais il y a de tout, hein, de toute façon. oui, Mais c'est vrai que quand on trouve un prestataire, un partenaire sérieux et efficace, là, on se le garde et on le chouchoute. exactement. Je t'ai coupé, pardon, mais Oui. ça m'a inspiré cette réflexion. Merci. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Mais effectivement, je trouve que c'est un sujet sur la Réunion parce que ben, au bout de 2 ans, je commence à avoir des partenaires avec qui j'ai confiance, c'est-à-dire que je sais qu'ils vont me répondre, je sais qu'ils vont m'envoyer les devis dans des temps corrects, je sais qu'ils vont me proposer des choses, mais malgré tout, les matériaux et enfin, il y a pas un choix. Je veux dire, je pense qu'ils les professionnels sur place, malheureusement, ils font avec ce qu'il y a, quoi, et ça limite pas mal les choses. Alors, il y a pendant un temps, j'ai réfléchi à essayer d'aller chercher en métropole, faire venir par conteneur, etc., parce que j'avais un partenaire sur Bordeaux qui lui faisait beaucoup ça sur la Martinique. Euh, et après, bon, je me suis dit que c'est quand même une logistique compliquée, que c'est pas mon métier et que ça me Oui, reste. ça aurait fait une corde de plus à ton arc Voilà, qui c'est était ça. déjà bien C'est chargé. ça. Donc, C'est un peu quand tu compliqué. es seul, en tout cas, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'apport de matériaux nouveaux et des partenariats à faire avec la métropole. Je pense que c'est pas si compliqué que ça quand on s'y connaît un peu en transport maritime, mais bon, c'est pas mon cas. Mhm. Et mais en vrai, je trouve ça dommage parce que les gens, ils font tous un peu la même chose. Ils ont accès à peu près tous les mêmes matériaux qui sont pas forcément de très bonne qualité dans ce que j'ai vu pour l'instant. Et voilà, ça limite les choses. Après, autre différence, je m'attendais à ce que comment dire,
à ce que ce soit le même rythme de travail. Or aujourd'hui, je me suis rendu compte que depuis 2 ans, je cours après le temps terriblement. Euh, j'ai pas forcément plus de projets qu'en métropole, c'est à peu près équivalent en termes de quantité, mais en termes de timing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ils ont décidé le chantier doit démarrer, le chantier il a démarré limite il y a 3 jours, t'étais même pas au courant quoi. Mmh. Voilà, ça m'est arrivé sur le premier chantier. En fait, c'était un peu particulier parce que il y avait euh, il y avait 2 maîtres d'ouvrage différents, donc il y avait 2 parties sur un même chantier. C'était un petit peu compliqué. Et en fait, le maître d'ouvrage qui ne passait pas par moi a démarré le chantier sans me prévenir. Aïe. Voilà, donc on m'a appelé en me disant mais ça a commencé depuis 3 jours. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas? Ah mais attendez, mais moi j'étais pas au courant et tout. Donc après, il a fallu enchaîner les choses hyper vite et que moi mes artisans soient prêts. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc oui, il y a cette forme de rapidité, voilà, les gens sont pressés, quoi. Faut que ça aille super vite, faut que ça démarre. Et en même temps, c'est ambivalent parce que les gens sont très pressés, mais ils sont au courant que les matériaux mettent du temps à arriver. Et du coup, c'est compliqué à gérer parce qu'on leur dit, bah ouais, je veux bien, moi, votre chantier peut être terminé à telle date, mais il y aura pas tout. Il y aura pas tout, oui. Oui, oui. Alors Voilà, il y a cette différence-là, je pense. ouais. Alors concernant les matériaux et le mobilier et les accessoires et ben voilà tout ce dont on a besoin pour réaliser un chantier, j'en discutais avec un collègue aussi il y a pas si longtemps. Je pense qu'il y a un problème aussi de cadre et de réglementation parce qu'en fait nous la plupart de nos matériaux ils passent par un circuit qui est long, ils viennent d'endroits qui sont éloignés alors qu'on a des sources ça c'est mon avis, hein, je donne mon avis là, hein, et alors qu'on a des sources d'approvisionnement qui sont beaucoup plus proches géographiquement, je veux dire. Alors certes, il y aura un point de réglementation, il y aurait des points de réglementation à caler et à respecter, mais enfin on fait des constructions bien plus proches dans des pays bien plus proches de la Réunion que l'Hexagone ou la métropole, et souvent tout ce qu'on importe doit passer par un circuit qui vient de loin, alors qu'on a des matériaux qui pourraient être de qualité, qui viendraient de moins loin et qui résoudraient un certain nombre de problèmes logistiques, qualitatifs aussi. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet à débattre en termes économiques et logistiques, parce que ben voilà, on fait des maisons, des très belles maisons en Afrique du Sud, on fait des très belles maisons en Inde, voilà, donc il y a bien du matériau un petit peu plus proche. Du coup, ça serait aussi sans doute moins cher. Bon voilà, je referme la parenthèse, mais c'est vrai que il y a une réflexion à avoir. Pourquoi faire venir des matériaux toujours de si loin alors que on a des savoir-faire et des produits finis qui peuvent être totalement adéquats pour le marché de la Réunion. En plus, puisque on a un climat qui est quand même particulier, donc autant Oui, s'apprévisionner dans des pays dont le climat est similaire et qui ont donc les bons matériaux. Parce que oui, ça, on l'a vu exactement. récemment, hein, les immeubles qui s'effondrent malheureusement trop souvent à cause de matériaux qui sont pas adaptés ou trop bon marché et qui répondent pas à un certain cahier des charges ou alors à un cahier des charges qui était trop light. Voilà. Bon, bref, je referme comme je le disais la parenthèse, Mais mais effectivement, tu fais bien de préciser ça, le fait d'avoir un climat et un milieu particulier parce que ben c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas anticipé en arrivant, mais je m'en suis vite rendu compte. Et rien que pour les aménagements de cuisine ou de meubles, etc., on n'utilise pas les mêmes matériaux qu'en métropole. Et ce sont des matériaux qui sont traités différemment, donc qui résistent mieux à l'humidité, au changement de température, etc. Donc ils n'ont pas les classements identiques que ceux qu'on utilise en métropole, rien que les panneaux d'agglomérés de bois pour faire des cuisines ou des meubles. Et bah forcément, ils sont un peu plus chers parce qu'ils sont différents. Enfin, ils sont traités différemment, ils sont construits différemment. Et bah ça, j'avais pas non plus. Bah, en arrivant, je m'en suis vite rendu compte quand on échangeait avec les menuisiers, les agenceurs, ils disaient non, non, mais là, on n'utilise pas du tout les mêmes choses qu'en métropole, parce que sinon, ça gondole, ça bouge, c'est impossible, ça tient pas dans le temps. Alors, ça se vend quand même, je crois. Enfin, voilà, il y a des gens qui l'utilisent parce que c'est moins cher, mais ils se retrouvent avec des meubles qui tiennent pas dans le temps. Donc, effectivement, ça, c'est aussi un sujet de faire attention aux matériaux qu'on utilise. Ouais. ouais. Et d'où l'intérêt, surtout quand le chantier est d'envergure assez importante, de passer par un professionnel Ouais. comme un architecte d'intérieur qui lui va pouvoir filtrer un certain nombre de problèmes, faire gagner du temps à son client. Alors on y reviendra, hein, un architecte d'intérieur c'est un collaborateur, enfin c'est un prestataire donc ça coûte de l'argent,
mais ça en fait gagner au final. Ça fait gagner du temps déjà. Parce que c'est son métier et c'est pas forcément celui du client. Et puis au final, donc ça fait gagner de l'argent parce que plutôt que de changer 2 fois son panneau de particules, et ben en prenant le bon produit dès le départ, on va le garder des années. Et ça, quand on est client et qu'on le sait pas, ben, on se fait avoir. Alors que quand on a un partenaire professionnel comme un architecte d'intérieur ou un très bon commerçant, enfin une très bonne entreprise qui sait faire son boulot, ça fait aussi gagner du temps. Bon, ça, c'est un vaste débat. On pourrait faire un sujet entier, un épisode entier sur cela. Et encore que, comme je le dis souvent, et comme tous les autres, notre île, elle avance, hein. Elle avance, elle progresse, elle s'améliore quotidiennement. C'est vrai qu'on est plus jeune, donc du coup, on a besoin d'un petit peu plus de temps. Et puis peut-être c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis je conclurai là-dessus. Et peut-être un peu plus de bonne volonté aussi de la part des décideurs, parce qu'au final, c'est le client qui serait gagnant. On va rester, Mélanie, sur la Réunion. Donc toi, tu es réunionnaise, on est d'accord? Non. Ah, mince, on n'est pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas Non, je suis réunionnaise? pas réunionnaise. Bah, écoute, je suis. C'est une vaste question identitaire qui, je pense, concerne d'autres personnes que moi. C'est-à-dire que mes parents sont aux Oreilles, hein, sont nés en métropole, D'accord. mais ils ont toujours vécu depuis l'âge adulte pas dans les dom-toms, entre la Martinique, la Guyane. Je suis née en Guyane même. Et j'ai grandi sur la Réunion. Donc en fait, moi, mes seules références identitaires, on va dire, c'est la Réunion. Et pourtant, je ne suis pas réunionnaise. D'accord. Voilà. Ah, Mais je suis réunionnaise de cœur, on va dire. oui, à minima de cœur. Après, c'est vrai Voilà. il y a débat hein, sur sur le fait d'être Oui, je sais. réunionnais ou de pas l'être, d'être créole Ouais. ou de ne pas l'être. Moi, Oui, non, mais voilà. ça, je le précise bien, je ne suis pas réunionnaise Ouais, et je ne veux pas que ça pose de problème. Non, non, pas du tout. Mais vraiment, j'aime la Réunion, j'y ai grandi, c'est mon point de repère, voilà, c'est comme ça, même si je suis une oreille, ouais. voilà. Mais les oreilles font partie de l'île, hein. Voilà, Exactement. c'est comme ça. Exactement. Donc du coup, d'un point de vue professionnel, donc bon, alors tu es réunionnaise au moins du fait que tu y habites maintenant. Donc par définition, les Oui, habitants de la Réunion, on les appelle bien les Réunionnais. Donc on a vu la différence qu'il pouvait y avoir professionnellement entre l'Hexagone et la métropole. Ça a dû te demander une petite période d'adaptation, puis peut-être que tu es que tu es encore dedans. Ça, c'était de ton côté. Et du côté des clients, est-ce que les clients ont les mêmes demandes, les mêmes attentes, les mêmes aspirations et la même façon de percevoir le métier d'architecte d'intérieur ici que là-bas? bonne question. Comment y répondre? Écoute, depuis que je suis arrivée, donc ça fait maintenant 2 ans, j'ai eu beaucoup de projets en pro, enfin disons en ERP. Ouais. Donc ERP, Donc j'ai eu établissement recevant du public hein, pour les voilà, donc des auditeurs. cabinets médicaux, voilà, c'est ça, des cabinets médicaux, une école de danse, et j'ai eu que 2 maisons. D'accord. Donc une qui est terminée, et une autre le chantier va démarrer bientôt. Et ben non, c'est pas les mêmes demandes. Vraiment, c'est pas les mêmes demandes parce que c'est, on va dire qu'il y a moins de déco. D'accord. Il y a moins de déco. On est plus sur du terre à terre, du besoin, voilà, nécessaire, pour que ça soit propre, que ça puisse être utilisable, que ce soit facile d'entretien, que ce soit euh, voilà, que l'usage soit simple et fluide par rapport à leur vie de famille, etc. Et il y a assez peu de place, on va dire, à la décoration et à la création de, ouais, de meubles comme j'aurais pu le faire avant, ou la création de cuisine. Ouais. Et puis, comment dire ça? Peut-être, alors ça, je pense que c'est pas forcément différent de la métropole, mais depuis le Covid, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une perte de confiance, entre guillemets. Enfin, disons que les gens se méfient.
D'accord. plus facilement. Les gens se méfient plus facilement. Et par exemple, avant le Covid, on était arrivé à l'agence à un stade où 2019, là, où on avait des projets sur lesquels, les gens, en fait, ils nous appelaient pour ce qu'on fait. Parce qu'ils trouvaient que ce qu'on faisait, c'était bien. Et que du coup, ils nous faisaient confiance et qu'ils voulaient du IVOA. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, après le Covid, c'est vraiment non, mais nous, on veut juste. C'est limite si il y a plus trop de part à ma conception à moi, à mon design à moi. C'est eux qui me disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux un truc qui ressemble à ça. Ils sont très précis dans leurs demandes et je suis là juste pour exécuter un petit peu. D'accord. Il y a eu un peu de ça, je trouve, depuis le Covid. Et ils sont méfiants de ce que moi je pourrais dire. Donc, par exemple, je leur dis non, mais si, il faudrait mettre cette couleur, mais on l'a fait plafond, mur, partout, etc. Ça peut être super sympa pour cette pièce. Ah, vous êtes sûr? Je sais pas, il y a une méfiance. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont envie de reprendre le contrôle de leur intérieur, je sais pas, peut-être, et laisser moins de part au design de leur prestataire, malheureusement. Donc, j'espère que ça va petit à petit revenir. Ouais. Bah, c'est vrai aussi que pendant cette période que tu évoques du Covid, la plupart des gens, voilà, ils avaient que ça à faire, hein, s'occuper de leur intérieur. Donc, ils ont peut-être développé par la force des choses un intérêt. Pour certains d'entre eux, c'est pas toujours le cas, mais des compétences. Voilà, en bricolage, en peinture, en décoration, ils ont regardé la télé, ils ont vu 3 émissions de déco, ils ont Oui, non mais c'est vrai. Mais oui, mais on le sait. Alors d'un côté, c'est bien parce qu'on dit toujours que les intérieurs doivent nous ressembler pour qu'on s'y sente bien. Donc voilà. Mais en fait, des fois, un petit regard extérieur professionnel pour qu'on s'y sente bien, non pas que tout de suite, mais des années après, encore longtemps, pour pas avoir tout refaire tous les 3 ans, c'est bien aussi. Mais je suis d'accord avec toi et je comprends ce que tu dis. Tu sais, c'est un peu comme alors moi je suis pas du tout sportif, mais ça me fait penser à ça. C'est un peu pendant la Coupe du Monde, tu te rends compte que tous les spectateurs sont à la fois spectateurs, mais entraîneurs et sélectionneurs. C'est-à-dire que les choix qui sont faits sur le terrain sont jamais les bons. Eux, ils auraient fait comme ça, comme ceci, comme cela. Donc on a à peu près 60 millions de sélectionneurs de football quand on regarde un match, un grand match. Et puis finalement maintenant quand on est architecte d'intérieur et qu'on rentre chez les gens à leur demande, hein, puisque c'est eux qui font appel à nous, en fait on rentre chez des décorateurs qui donnent l'impression de pas avoir besoin de nous, jusqu'à à l'extrême se demander finalement pourquoi on est là. Et ça vient aussi. Ça, c'est mon avis. J'aime bien de me donner mon avis. C'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Je pense qu'en partie, en tout cas, ça vient aussi du comportement de certains professionnels qui ont une façon de travailler qui inspire ça, qui laisse cela possible. Et du coup, quand un professionnel qui travaille de façon plus traditionnelle et qui a envie de mener sa patte, de donner sa patte à un environnement, et que l'on a choisi justement parce qu'il a une patte, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis bon, je rajoute à ça pour terminer, parce qu'après la coupe sera pleine, les réseaux sociaux où on vous explique comment refaire une salle de bain en trois stories, et qui laisse croire aux gens que c'est aussi facile sur Instagram que ça l'est dans la vie, et ça c'est aussi un petit peu un problème. Mais bon. Voilà, il faut travailler avec les environnements sociologiques aussi dans lesquels on évolue. Et maintenant il y a ça. Avant il y avait que la télé et la presse écrite. Maintenant il y a la télé, il y a la presse écrite, il y a les réseaux sociaux et puis il y a les coachs aussi. Voilà, quand on n'est pas décorateur certifié, diplômé ou architecte d'intérieur certifié et diplômé, on se dit coach et puis les coachs font un travail qui est différent. Voilà. Bon. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'ils peuvent ou pas exister, mais voilà, ça crée un peu de confusion et ça fait croire des choses aux clients qu'après on doit rattraper sur le terrain. Alors justement, c'est cool parce qu'on glisse tout doucement vers la question d'après. Justement, donc chez IVOA, aussi bien quand IVOA était 2 que IVOA aujourd'hui, quelles sont les inspirations d'IVOA? Alors, mis à part les demandes précises des clients qui guident, hein, mais quelles sont, toi, Mélanie, tes influences? Alors, ça peut être en termes d'artistes, de professionnels connus ou moins connus, d'ambiance, de matériaux de prédilection. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans tes créations et dans ton travail? Vaste question. Alors,
Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. La première partie de cette interview est terminée. Retrouvez la suite tout naturellement dans votre application d'écoute.